pouvoir commencer. Ma communication s'appelle Anatomie de la terreur et elle est consacrée au roman d'Anatole France, Les dieux ont soif. Le titre Anatomie de la terreur, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un titre qui fait référence au livre de Timothy Tackett, l'historien anglo-saxon. Il a publié un livre qui s'appelle Anatomie de la terreur l'année dernière. Et ce livre fait partie du courant historique de l'histoire des émotions, de l'histoire des sensibilités et de l'histoire des représentations. J'ai emprunté mon titre à cet historien parce que je voudrais montrer, à travers l'exemple du livre d'Anatole France, que la fiction historique, que le roman historique ont en quelque sorte inauguré ou inventé l'histoire des émotions et de représentation bien avant les historiens. Et ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que la littérature, et particulièrement le roman, ont la possibilité de faire partager au lecteur ce qu'il représente, c'est-à-dire les émotions et le rapport au monde des hommes du passé, c'est-à-dire de faire partager au lecteur ce qu'ont vécu les hommes du passé. Donc non seulement le roman est une histoire des représentations et des sensibilités, mais le roman a aussi la possibilité de faire partager ces représentations et ces sensibilités. Donc ce sera l'idée générale que je voudrais développer. En introduction, revenons sur une contextualisation historique de ce roman pour comprendre comment il fonctionne. Le roman d'Anatole France est consacré à la période de la terreur, c'est-à-dire la période de la Révolution française, qui couvre les années 1793-1794. Comment définir la terreur ? Ce qu'on appelle la terreur, dès le XIXe siècle, c'est un exercice de la violence d'État, mais un exercice volontaire et raisonné, qui se justifie par le salut public. Donc dans une situation de très grave danger pour la nation ou pour la patrie, la terreur, c'est une violence d'État qui s'exerce pour répondre à ces dangers imminents exercés contre la nation. Donc en France, mais aussi pour toute l'Europe, dès le XIXe siècle, c'est le gouvernement révolutionnaire, instauré dans l'an 2 de la République, qui apparaît comme le modèle des gouvernements de terreur. Plus largement, les discours sociaux, les représentations, le travail idéologique aussi des hommes politiques et d'historiens ont fait de la terreur un mythe de la modernité. Et c'est encore le cas partout en Europe. Si l'on regarde maintenant la fabrication et la transmission de cette réflexion sur la terreur en France, la réflexion sur la terreur a traversé tout le XIXe siècle, mais elle a connu un moment très important au moment où Anatole France écrit, c'est-à-dire dans les débuts de la Troisième République. Pourquoi ? Parce que la Troisième République en France est née très difficilement, dans les années 1870, de la guerre civile et de l'invasion étrangère. Ce sont les deux principaux problèmes qu'avait déjà traversé la France en 1793. Et donc, dans des conditions aussi similaires, on ne s'étonnera pas que la Troisième République réfléchisse à nouveau sur cette question de la terreur. Pourquoi cette question de la terreur est-elle très importante dans ces années 1870 ? D'abord parce que c'est une question historiographique et une question mémorielle. Dans les années 1870, il s'agit d'abord de préparer le centenaire de la Révolution française, en 1889. Donc il s'agit d'avoir des choix politiques très clairs à mettre en avant à l'occasion de cette manifestation. D'autre part, pour favoriser l'affermissement de la République, il faut créer une histoire nationale qui soit une histoire nationale réconciliée. Et donc, il faut intégrer l'épisode révolutionnaire en général et l'épisode de la terreur en particulier dans cette histoire de France qui soit partagée par tous. Par ailleurs,
et c'est ce qui va m'intéresser particulièrement, dans cette période-là, le débat historiographique, qui est déjà ancien, s'enrichit parce que c'est une période où les sciences sociales sont en train d'émerger en France et en Europe, et donc le débat est enrichi par d'autres approches et d'autres perspectives. J'en citerai trois. D'abord la perspective psychologique, qui est utilisée par Hippolyte Taine dans son livre « Les origines de la France contemporaine », à partir de 1878. Taine établit une véritable psychologie des Jacobins pour expliquer par quel cheminement mental des hommes politiques ont pu en arriver à mettre en œuvre un gouvernement comme la Terreur. Deuxième ligne, la question des mouvements de masse, la question de la psychologie des foules, et le célèbre livre de Gustave Le Bon, Psychologie des foules, paraît en 1895. Troisième ligne des sciences sociales qui sont en plein essor à l'époque, les travaux de Gabriel Tarde sur l'imitation. L'idée de Gabriel Tarde, c'est que les comportements sociaux fonctionnent par imitation, principalement. Et donc ces trois lignes qui relèvent des sciences sociales en émergence viennent compléter l'historiographie pour proposer une nouvelle interprétation de la terreur à partir de ces modèles qui sont jusque-là inédits. La perspective d'Anatole France dans Les dieux ont soif s'inspire très clairement d'une part de cette tradition historiographique et d'autre part de ce complément des sciences humaines qui sont en émergence à cette époque-là. Mais Anatole France défend dans son roman Les dieux ont soif, le titre le montre bien, une thèse très forte, la terreur est la manifestation d'un fanatisme politique moderne, c'est-à-dire d'un transfert du fanatisme religieux, de l'Inquisition par exemple, dans le domaine de l'idéologie et de la politique. Cette idée d'Anatole France n'est pas une idée complètement nouvelle, c'est-à-dire que dès le XIXe siècle, un certain nombre d'historiens avaient réfléchi sur le fait que la terreur manifestait au moment de la Révolution les mêmes comportements que l'Inquisition dans l'Ancien Régime. Et c'est la raison pour laquelle le grand inquisiteur, le mythe du grand inquisiteur, a été mobilisé très tôt pour réfléchir sur cette question de la terreur. Dostoïevski a aussi mobilisé ce mythe dans Les Frères Karamazov, et il est l'héritier, bien sûr, aussi de toute cette réflexion sur le mythe du grand inquisiteur. Donc, en ce qui concerne le croisement entre le mythe du grand inquisiteur et la Révolution, on constate que dans les romans sur la Révolution, il y a très souvent un personnage qui est un ancien prêtre et qui devient un terroriste fanatique. J'en cite deux. Dans le roman de Victor Hugo, 93, qui est cité dans l'Exemplier, le personnage de Simourdin est un ancien prêtre qui est devenu un révolutionnaire très engagé et qui finit par devenir un partisan de la terreur. Dans le roman d'Élémir Bourges, Sous la hache, c'est un personnage qui s'appelle Abline et qui a connu exactement la même destinée. Il était prêtre dans sa jeunesse et puis ensuite, au moment de la Révolution, il est devenu commissaire aux armées, envoyé par le comité de salut public et lui aussi partisan de la terreur. Donc c'est un personnage qu'on voit traverser les romans, l'ancien prêtre qui devient un fanatique révolutionnaire et un partisan de la terreur. On constate aussi que dès le grand historien Jules Michelet, on parle de l'esprit prêtre pour parler de ces terroristes, parce qu'il y aurait comme ça une sorte de tendance fanatique propre à certains genres de psychologie, d'où cette expression. Mais les perspectives qu'on a vues, celles de la sociologie, de la psychologie, etc., renouvellent la question. Et dans ces années 1870, on se pose la question suivante: comment peut-on comprendre la psychologie bizarre de ces hommes de la terreur, qui étaient des hommes honnêtes, vertueux, qui aimaient la littérature de Rousseau, qui aimaient le genre humain, qui voulaient régénérer le genre humain, qui étaient sensibles, c'est un siècle de larmes, le XVIIIe siècle, qui ne pouvaient pas voir souffrir un petit chien. Comment ces gens-là ont-ils pu présider à des exécutions de masse et comment ont-ils pu mettre en place le régime de la terreur?
Alors le texte 1 que vous trouviez dans l'exemplier est un extrait de Taine et il synthétise les questions que pose cet épisode de la Terre. Que, sur leur maxime de liberté universelle et parfaite, ils aient installé un despotisme digne du Dahomey, un tribunal pareil à celui de l'Inquisition, des hécatombes humaines semblables à celles de l'ancien Mexique, qu'au milieu de leurs prisons et de leurs échafauds, ils n'aient jamais cessé de croire à leur bon droit, à leur humanité, à leur vertu, et que, dans leur chute, ils se soient considérés comme des martyrs. Cela, certes, est étrange. Donc, ce qui pose la question, c'est que les hommes de la terreur étaient des hommes de bonne foi. Ils pensaient bien faire et ils ont pensé être les serviteurs du genre humain et les serviteurs de la raison jusqu'à la mort. Et ils sont morts pour leurs convictions. Donc, la question, c'est celle-là. Comment des gens ont-ils pu agir de manière si contraire aux convictions qu'ils affichaient et de manière parfaitement sincère et parfaitement enthousiaste. C'est ça la question qu'on se pose dans ces années-là. Alors cette question ressurgit fréquemment dans ces dernières années du XIXe siècle et je rappellerai un épisode. En 1891, le célèbre dramaturge Victorien Sardou, alors c'est un dramaturge à succès, il fait des pièces historiques avec de très beaux décors, des très beaux costumes, des lumières, des musiques, etc. C'est vraiment le dramaturge du grand public. Et donc il écrit en 1891 une pièce à grand spectacle intitulée Thermidor, sur la chute de Robespierre. La pièce est représentée, la première est un grand succès, c'est plein, le public applaudit, c'est un triomphe. 3 jours après, la pièce est interdite. Par une décision spéciale de la censure, parce qu'on déclare que cette pièce est anti-révolutionnaire, qu'elle est anti-républicaine, et qu'on ne peut pas se permettre de la laisser jouer. C'est pour cette raison que je vous ai mis d'ailleurs au début de votre exemplier la citation « La Révolution française est un bloc ». Alors je vous rappelle cette histoire, il y a eu un débat au moment de cette censure évidemment. À l'Assemblée, certains députés ont dit qu'on n'avait pas le droit de censurer une pièce de théâtre parce qu'elle s'en prenait à la terreur. Et d'autres ont défendu l'idée qu'il fallait défendre la Révolution française en entier parce que sinon cela affaiblirait la République. Et c'est à cette occasion que Georges Clemenceau a eu cette fameuse formule « La Révolution est un bloc ». Donc l'idée, c'est que quand on est républicain, on est obligé de tout prendre, de tout accepter, y compris la terreur. Lors de cet épisode, Anatole France prend position, et il prend position très clairement lorsqu'il rend compte de la pièce. Pour lui, la Révolution française n'est pas un bloc. Et c'est déjà une preuve de fanatisme de dire la Révolution française est un bloc et d'affirmer qu'on n'a pas le droit de regarder de plus près ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vous ai mis dans le texte 2 un extrait de l'article d'Anatole France au moment des événements et de cet épisode de censure. L'autre jour, au Palais Bourbon, c'est le siège de l'Assemblée à l'époque, je ne sais quel député radical écoutait impatiemment notre confrère, M. Henri Fouquier, qui, trop subtil pour lui, distinguait entre 89 et 93. Bientôt, notre radical n'y put tenir et s'écria « La Révolution est un bloc qu'il faut prendre tout entier. » Parole simple et profondément religieuse. Celui qui la prononça aurait été de tout temps un terrible homme de foi. Donc vous voyez la situation quand éclate ce scandale de la pièce Thermidor. Anatole France prend clairement position et il désigne déjà les partisans de la Révolution bloc comme des fanatiques et comme des inquisiteurs en puissance. Le roman d'Anatole France, Les Dieux ont soif, date de 20 ans plus tard, il paraît en 1912, mais en fait ce roman a été pensé, a été réfléchi pendant très longtemps par l'écrivain. Et dans un premier temps, Anatole France voulait justement écrire le roman d'un inquisiteur. C'était ça son idée. Un inquisiteur qui aurait été un homme parfait, un père gentil avec ses enfants, un époux fidèle et attentionné envers sa femme, un ami fidèle
très bien, mais qui serait devenu un inquisiteur absolument féroce et capable d'envoyer tout le monde au bûcher sans aucun scrupule. Finalement, l'écrivain décide de changer le cadre historique de sa fiction. Ce ne sera plus l'Inquisition, mais ce sera la terreur. Et donc c'est à ce moment-là que dans le projet d'Anatole France, la question de l'Inquisition et la question de la terreur se rencontrent. Ce transfert en 1793 permet à Anatole France de centrer son roman sur une question, celui du fanatisme politique. Qu'est-ce que le fanatisme politique? Comment peut-on l'expliquer? Et quelles sont les logiques dans la sensibilité et dans la réflexion qui permettent d'expliquer ce phénomène? Alors, pour finir cette introduction, je voudrais bien préciser qu'Anatole France n'est pas du tout un écrivain réactionnaire. C'est-à-dire que dans son livre « Les dieux ont soif », il ne passe jamais sous silence les raisons extérieures qui expliquent la terreur. Dans le roman « Les dieux ont soif », les personnages ont parfaitement conscience que toute l'Europe est aux portes de la France, l'invasion étrangère est imminente, la guerre civile déchire la moitié du territoire. Le roman l'admet tout à fait. Il ne cherche pas à cacher ces raisons objectives de la terreur. D'autre part, et cela me semble très important, Anatole France parle aussi beaucoup des raisons économiques qui explique la raison pour laquelle son personnage, qui s'appelle Évariste Gamelin, est devenu un terroriste, ou plus exactement un juge au tribunal révolutionnaire. Dans le roman, Évariste Gamelin est peintre au début. Il n'est pas du tout disposé à devenir jury au tribunal révolutionnaire. Mais ce n'est pas un très bon peintre, et en période de révolution, les arts, ça ne marche pas. Donc il est au chômage, et il doit nourrir sa vieille mère, il doit se nourrir lui-même, et donc un jour, l'un de ses amis lui propose de devenir juré au tribunal révolutionnaire. Ça lui permet de gagner sa vie, tout simplement. Donc, je voudrais souligner quand même en préambule que Anatole France ne néglige pas les circonstances économiques qui expliquent les raisons pour lesquelles les personnes agissent de telle ou telle manière. En revanche, ce que je voudrais montrer, c'est que l'intrigue, le scénario du roman sont centrés sur les logiques de ce qu'on pourrait appeler le dévoiement fanatique, le moment où la conviction politique dérape et devient fanatisme, et fanatisme porté par la foi républicaine. Donc là encore, quand la croyance dans la République n'est plus une conviction politique, mais une foi religieuse. Nous allons essayer de démontrer cette idée en deux temps. Dans un premier temps, on s'intéressera au contexte général qu'on pourrait qualifier de transfert de sacralité, c'est-à-dire le sacré qui était jusque-là attaché à la religion, en l'occurrence la religion catholique dominante en France, se transfère dans le domaine politique au moment de la Révolution. Et Évariste Gamelin, mais aussi tous ceux qui ont vécu à cette époque, ont vécu ce transfert de sacralité et pour certains l'ont intégré. Et donc la conviction révolutionnaire est devenue une croyance révolutionnaire et une foi révolutionnaire avec des pratiques très inspirées du catholicisme en train de décliner. Donc on verra ça dans un premier temps. Nous montrerons ensuite comment Anatole France montre que l'usage de la langue, l'usage du langage, ce qu'Orwell appellerait la novlangue, comment cet usage du langage participe au vertige et au fanatisme terroriste. Et comment on ne peut s'en sortir, les personnages ne peuvent s'en sortir, qu'à condition d'appliquer une vigoureuse thérapeutique linguistique. Il faut soigner la langue pour réussir à retrouver son bon sens. C'est ce qu'on montrera dans un deuxième temps. Voyons dans un premier temps la question des transferts de sacralité. Donc si l'on regarde l'histoire de la Révolution française, on s'aperçoit que très tôt après la prise de la Bastille, il y a énormément de symptômes, d'indices qui montrent que la Révolution récupère des manifestations ou des pratiques qui sont issues du culte religieux. Et les militants révolutionnaires s'expriment avec des paroles et avec des gestes qui sont inspirés des rituels religieux. Autrement dit,
être républicain, c'est adopter une forme nouvelle de croyance qui reprend certaines manifestations de l'ancienne en les transformant. Alors, si vous voulez un exemple très clair de ces transferts de sacralité, vous pouvez voir les fêtes révolutionnaires. Les images des fêtes révolutionnaires, les récits des fêtes révolutionnaires montrent bien l'autel de la patrie, par exemple. C'est plus un autel religieux, c'est un autel de la patrie. Voilà. Un exemple très très simple de transfert de sacralité. Un historien comme Edgar Quinet le développe très tôt, en 1845, cette remarque que peut-être que la Révolution est morte de cela, c'est-à-dire d'avoir voulu manger la sacralité de la religion qu'elle a voulu combattre. Donc c'est le texte 3. Dans la France catholique, éveillée sans préparation à la liberté, vous voyez la Révolution conserver d'abord en partie le tempérament exclusif de l'Église qu'elle remplace. Il n'est pas dans le catholicisme une seule grande qualité qui ne passe pas toute vivante dans l'âme de la Révolution. Les habitants des îles Sandwich croient que la force d'un ennemi passe dans celui qui la renverse. Peu à peu, l'Église politique devient aussi soupçonneuse que l'a été autrefois l'Église religieuse. Où est le pape, plus intolérant que Saint-Just? Ces censeurs qui, partout présents, doivent lire dans le fond des âmes, ne ressemblent-ils pas beaucoup à une ombre de l'Inquisition? Donc, Edgar Quinet est très clair, la faute de la Révolution, c'est celle-là. Au lieu d'abattre la sacralité du catholicisme, elle a voulu la récupérer. Et donc, elle a récupéré aussi du mal qui était dedans, c'est-à-dire du fanatisme et de l'Inquisition. Bien évidemment, le problème que pose Quinet en 1845 reste d'actualité à la fin du siècle. Pourquoi? La Troisième République se veut l'héritière de la philosophie des Lumières, du siècle des Lumières, donc du siècle de la raison et de la lutte contre l'obscurantisme religieux. C'est la tradition que revendique la Troisième République, la Quatrième et la Cinquième aussi d'ailleurs, après elle. Le problème, c'est exactement celui qui s'est posé au moment de la terreur. Que faire de cette sacralité que l'on refuse au nom du culte de la raison? Dans le roman Les dieux ont soif, il y a un personnage qui s'appelle Brotteaux et qui est un peu le porte-parole d'Anatole France. Et donc le personnage de Brotteaux met en garde les personnages de la fiction, mais aussi les lecteurs de 1912, et Brotteaux indique très clairement: j'ai l'amour de la raison, je n'en ai pas le fanatisme. La raison nous guide et nous éclaire. Quand vous en aurez fait une divinité, elle vous aveuglera et vous persuadera des crimes. Donc vous voyez l'analyse du romancier dans Les dieux ont soif. Lorsque on fait de la raison une déesse, alors on va devenir un fanatique de la raison. C'était exactement l'analyse de Hippolyte Taine au même moment, je vous l'ai donné dans le texte 4. Donc là, Hippolyte Taine se met dans la tête d'un fanatique jacobin pour expliquer à ses lecteurs comment ce fanatique réfléchit, comment il raisonne, quelle est sa logique. Et donc voilà ce que se dit le fanatique. Enfin, la vérité s'est manifestée. Et pour la première fois, on va voir son règne sur la terre. Son droit est suprême, puisqu'elle est la vérité. Elle doit commander à tous, car par nature, elle est universelle. Par ces deux croyances, la philosophie du XVIIIe siècle ressemble à une religion, au puritanisme du XVIIe, au mahométisme du VIIe. Même élan de foi, d'espérance, d'enthousiasme, même esprit de propagande et de domination, même raideur et même intolérance, même ambition de refondre l'homme et de modeler toute la vie humaine d'après un type préconçu. La doctrine nouvelle aura aussi ses docteurs, ses dogmes, son catéchisme populaire, ses fanatiques, ses inquisiteurs et ses martyrs. Et en effet, tout au long du XIXe siècle, les mémoires, les correspondances ou les témoignages des contemporains montrent que les républicains qui ont vécu la Révolution l'ont vécu comme un événement d'ordre religieux et ils en ont gardé un certain nombre d'attitudes
2, un témoignage indique qu'un jacobin de 1793 a gardé toute sa vie le bouquet de fleurs qu'il portait à la fête de l'être suprême. Et il a demandé qu'on l'enterre avec ce bouquet desséché. C'est le culte des reliques, c'est exactement ça, mais qui est transféré sur une relique républicaine. Un autre jacobin montrait très fièrement à sa famille une relique, c'est-à-dire un morceau de journal taché du sang de Marat. Donc là encore, le sang sacré du Christ est devenu le sang sacré de Marat. Et c'est une relique qu'on se transmet de génération en génération entre les républicains. Donc c'est en fait un phénomène de société, ce transfert de sacralité. Et ce que montre Anatole France à partir de son personnage, Évariste Gamelin, c'est la manière dont chaque individu intériorise cette sacralité républicaine. Et plus le personnage d'Évariste intègre la religiosité républicaine, plus il succombe au vertige du fanatisme, plus il devient un grand inquisiteur. Ça se passe en plusieurs étapes, donc on va voir quelques étapes. Étape numéro 1, relativement innocente, Évariste Gamelin se rend à une réunion de section dans son quartier, et ça se passe dans une église. Et Anatole France décrit le décor de l'église, et on voit bien le premier niveau du transfert de sacralité. Bon, dans une église, il y a des niches avec des saints. Et là, on a enlevé les saints, les statues qu'il y avait, et on a mis à la place des héros révolutionnaires, Brutus, le héros romain, le républicain, Jean-Jacques Rousseau, évidemment, l'écrivain qui a célébré la République, et Le Pelletier, qui vient de mourir sous les coups des contre-révolutionnaires. Il y a un autel, évidemment, qui est reconverti en autel de la patrie, et à la place de l'évangile, qui normalement se trouve à côté sur un pupitre, on a mis les droits de l'homme. Donc les droits de l'homme ont pris la place du texte sacré, de la Bible et des évangiles. Enfin, il y a une chaire pour que le curé fasse son sermon, et la chaire est reconvertie en tribune au harangue. Et donc les citoyens qui veulent faire un discours le font là où le curé, 5 ans avant, faisait son sermon pour les fidèles. Autrement dit, l'espace, l'organisation de l'espace, montre qu'il existe un culte à la République qui occupe l'espace du culte ancien et du culte catholique. Donc ça, c'est le premier degré, parce que c'est un degré extérieur, on pourrait dire, c'est une question matérielle d'organisation de l'espace. Mais c'est le deuxième niveau. Dans cet espace sacralisé, on voit des pratiques qui, elles aussi, s'inspirent du culte catholique. Par exemple, Évariste Gamelin, dans les situations difficiles auxquelles il est confronté, a tendance à prier. Mais évidemment, c'est un vrai révolutionnaire, un vrai républicain, il ne va pas prier Dieu ou les saints. Et donc, à qui adresse-t-il ses prières? Il les adresse à Jean-Jacques Rousseau. Et donc, on a le passage suivant. Gamelin faisait des invocations au mâle de Jean-Jacques. « Homme vertueux, inspire-moi avec l'amour des hommes, l'ardeur de les régénérer. » Donc, vous voyez bien le transfert. Et Gamelin insiste, ce n'est pas catholique, puisqu'il fait des invocations au mâle, alors le mot est païen, et il ne fait pas des invocations à un dieu, il fait des invocations à un homme vertueux. Mais cet homme vertueux va l'inspirer comme si c'était l'esprit de Dieu, pour lui donner à la fois la force et l'efficacité de servir la République. Et de temps en temps, des hallucinations auditives commencent à se produire. Ça, c'est le troisième niveau. L'hallucination auditive est propre au fanatisme religieux, bien entendu, on entend des voix, on entend les saints qui nous parlent, etc. Et il arrive à peu près la même chose à Évariste. Il croit entendre un chœur de bons citoyens qui s'élève et qui rend grâce à Robespierre. Montagne bienfaisante, Sinaï protecteur, de ton sein bouillonnant est sortie la foudre salutaire. Donc vous voyez ici le recyclage. La montagne, c'est-à-dire le parti le plus avancé des révolutionnaires, est devenue un Sinaï. Donc, comme dans l'Ancien Testament, la montagne est devenue la colline sur laquelle Dieu apparaît pour manifester sa volonté. La foudre salutaire, c'est à la fois la foudre de Jupiter et la foudre de Dieu
qui vient foudroyer les mécréants et les contre-révolutionnaires. Et donc il y a tout un réseau métaphorique qui assimile la situation politique contemporaine à des références, à tout un réseau de références religieuses et bibliques. Le romancier arrive à traduire l'enthousiasme du personnage en pastichant le style biblique, c'est-à-dire qu'en fait le personnage s'exprime en reprenant la forme stylistique des prières, des actions de grâce, des hymnes et des invocations religieuses. Donc je vous l'ai mis dans le texte 5. Il s'agit d'un discours indirect libre, donc Gamelin est en pleine effusion révolutionnaire, et voilà ce qu'il pense. Et vous, montagne à jamais célèbre dans les pages de l'histoire, soyez le Sinaï des Français. Donc ça revient. Lancez au milieu des foudres les décrets éternels de la justice et de la volonté du peuple. Donc ça, c'est les tables de la loi républicaine, qui sont données depuis le Sinaï. Inébranlable au milieu des orages amoncelés de l'aristocratie, agitez-vous et tressaillez à la voix du peuple. Assez longtemps, le feu concentré de l'amour du bien public a bouillonné dans vos flancs, qu'il fasse une éruption violente, montagne sainte. Devenez un volcan dont les laves brûlantes détruisent à jamais l'espoir du méchant et calcinent les cœurs où se trouve encore l'idée de royauté. Donc vous voyez que c'est un vocabulaire religieux qui est transféré directement au vocabulaire politique. Les méchants, c'est le mot qu'on emploie dans le vocabulaire religieux pour désigner les âmes qui sont la proie du diable, la proie du mal, et ici les méchants, ce sont ceux qui ont encore l'idée de royauté. Conséquence, tout à la fin du roman, au moment de la fameuse fête de l'être suprême, ce sont les proses de l'Église qui s'imposent à Gamelin pour exprimer son enthousiasme. C'est le texte 6. Ô pureté, ô douceur, ô foi, ô simplicité antique, ô larmes de pitié, ô rosée féconde, ô clémence, ô fraternité humaine. Alors c'est une invocation de Gamelin à Robespierre, son nouveau dieu, et Robespierre apparaît lui-même comme prêtre de Jean-Jacques, qui est le prêtre du nouveau dieu qu'on célèbre au moment de la Révolution. Alors si on regarde de très près ce passage-là, on s'aperçoit que c'est la traduction française modernisée de certains extraits de prières et d'hymnes. Par exemple, le Salve Regina, O Clemens, O Pia ou Dulcis. C'est cela, clémence, piété, douceur. Ça reprend aussi l'hymne de l'Avent, Orate Caelis et Super, je traduis l'ensemble de la phrase. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste. Le juste, en l'occurrence, ce n'est pas le Christ, c'est Robespierre lui-même, évidemment. Et au moment de la mort de Robespierre, Évariste, qui est en train de dormir tranquillement, puisque c'est la nuit que ça se passe, Évariste, à son réveil, a le remords des disciples du Christ, qui lui aussi était en train de dormir au moment où on arrêtait Jésus. Donc c'est, le romancier le dit, Évariste, pendant que se préparait la mort du juste, dormit du sommeil des disciples au jardin des Oliviers. Donc vous voyez ça, on est arrivé à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'à la fois on s'exprime sur le modèle des prières pour diviniser un certain nombre de grands personnages, morts comme Jean-Jacques Rousseau ou vivants, comme Robespierre, et d'autre part, on adopte des pratiques qui sont des pratiques du culte, qui sont très ouvertement inspirées de la religion. Troisième étape, c'est ce qu'on pourrait appeler l'étape pathologique, les hallucinations se multiplient et le fanatique voit sa perception du réel s'altérer. Donc c'est plus seulement une hallucination auditive, le personnage n'entend plus seulement des voix, il voit aussi de ses yeux se manifester des choses étranges. Je vous donne quelques exemples de miracles. Évariste croit voir des miracles en plein Paris à la fin du XVIIIe siècle. Exemple, une montagne s'est élevée subitement dans le jardin des Tuileries. Et brusquement, au milieu du jardin, il y a une montagne qui vient d'apparaître. Vu la formulation, effectivement, c'est bizarre. C'est un miracle que tout à coup, une montagne apparaisse. C'est pas du tout un miracle, c'est juste une colline artificielle qu'on a faite pour la fête de l'être suprême. Mais comme Évariste est complètement fanatisé, à ses yeux, c'est une apparition miraculeuse. Voilà.
Donc les mains de Jean-Jacques ont fait un miracle et une colline est apparue pour cette occasion. D'autre part, les spectateurs de la fête de l'être suprême sont tellement fanatisés qu'ils croient voir ce qu'ils doivent voir et non pas ce qu'il y a à voir. Alors, je l'explique simplement à partir d'une scène. Les fêtes révolutionnaires sont des fêtes très théâtralisées, avec d'immenses monuments éphémères, des statues, etc. Et donc, l'idée dans cette fête de l'être suprême, c'est que Robespierre devait mettre le feu à toute une série de grosses statues en carton qui représentaient les erreurs du passé, et à l'intérieur devait apparaître la vérité du présent. Donc c'était ça l'idée, il arrivait avec une torche et il mettait le feu à ces statues des erreurs pour révéler la vérité. Et donc voilà ce que voit Évariste et ce que voient les spectateurs fanatisés. En vain, l'athéisme dresse encore sa face hideuse. Donc ça, c'est la statue de l'athéisme. Maximilien saisit une torche. Les flammes dévorent le monstre et la sagesse apparaît, d'une main montrant le ciel et de l'autre tenant une couronne d'étoiles. Donc ça, c'est ce que voient les spectateurs. Ils sont complètement fanatisés et donc ils intègrent complètement ce qu'ils sont censés voir au point qu'ils le voient vraiment. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vous l'ai dit dans le texte 7, Michelet raconte l'histoire. Robespierre s'arrêta au premier bassin où s'élevait un groupe de monstres, donc c'est ces statues en carton, l'athéisme, l'égoïsme, le néant, etc. Il y mit le feu, et du groupe consumé surgit, libre de son voile, la statue de la sagesse. Malheureusement, elle parut, comme on pouvait s'y attendre, enfumée et noire, à la grande satisfaction des ennemis de Robespierre. Donc voilà ce qui s'est vraiment passé. Ça a raté, ils n'y avaient pas pensé, mais forcément la statue de la sagesse allait être couverte de fumée, de cendres et de suie. Ce n'est pas un symbole tout à fait opportun. Mais ce que montre la confrontation entre ces deux textes, c'est qu'au sens propre du terme, les fanatiques ne le voient pas. La sagesse est toute noire, mais eux, ils voient une statue toute blanche et rayonnante de lumière. C'est ça l'hallucination qui se produit. Et les historiens comme Anatole France remarquent qu'il n'y a pas que ce personnage qui perd un peu la tête et qui est atteint de visions de toutes sortes. Anatole France souligne, comme Michelet, que tous les jacobins, en fait, tendent à ce problème. Je ne me souviens plus si je vous ai donné le texte sur les vieux jacobins, dans la grotte de Saint-Dominique, je vais vous le lire. Les vieux jacobins, dans la grotte serrée de Saint-Dominique, avaient eu la prétention de savoir marcher seuls sur la ligne précise de la foi catholique. Et les nouveaux jacobins se piquaient d'avoir seuls le dépôt de la foi révolutionnaire. Ils avaient leurs mots à eux, leurs saints et leurs dévotions. Donc en fait, ce qui arrive à Évariste, c'est un exemple de l'esprit jacobin. Et de ce point de vue-là, le hasard, si c'est le hasard, a bien fait les choses, puisque les Jacobins ont tiré leur nom de la chapelle où ils se réunissaient, la chapelle des Jacobins. Les Jacobins, ce sont les Dominicains. Le nom officiel des Jacobins, c'est les Dominicains. Et les Dominicains, c'est l'ordre religieux qui a mis en place les tribunaux de l'Inquisition. Donc, en fait, on a l'impression d'une sorte de transfert. Les Jacobins se réunissent dans l'ancienne chapelle des Dominicains, ils prennent le nom des Dominicains, et ils deviennent les inquisiteurs de la République nouvelle. Parmi tous ces jacobins, cependant, le personnage d'Anatole France se distingue par la particulière ardeur de sa foi. Et au 4e niveau, donc là la maladie est déjà bien avancée, le 4e niveau se déchaîne au tribunal révolutionnaire. Quand Évariste est juge au tribunal révolutionnaire, là il y a une ambiance particulière qui décuple les symptômes pathologiques et qui augmente les hallucinations. Par exemple, Évariste Gamelin siège avec des gens qu'il connaît très bien. C'est des petits commerçants du coin, des épiciers, des petits marchands, etc. Des gens qui n'ont rien d'impressionnant en général et qui sont même plutôt médiocres et plutôt stupides à l'ordinaire. Or, dès qu'ils entrent dans le tribunal révolutionnaire, Évariste Gamelin les voit différemment. Comment les voit-il ? Il voyait ces hommes différents de ce qu'il les avait vus jusque-là, plus beaux, plus graves, plus effrayants. Donc le seul fait de rentrer dans l'enceinte du tribunal révolutionnaire transforme un petit épicier quelconque en juge des enfers, plus grand, plus beau, plus effrayant. Quant à la salle où officie le tribunal révolutionnaire, elle est symboliquement toute noire. Elle est mal éclairée,
Et quand la nuit tombe, tout de suite, on n'y voit plus rien. Et dans le roman, cette tombée de la nuit s'accompagne d'une apparition de spectres. Alors évidemment, ici, le modèle, c'est le roman noir, qui est d'ailleurs contemporain de la Révolution. Et donc, on voit apparaître des fantômes qui s'imposent aux juges. Par exemple, la figure indistincte de Marat apparaissait comme un fantôme sur la tête du président. Donc les juges ne sont pas seuls. Les âmes des morts républicains sont là pour leur glisser leurs conseils à l'oreille. Les spectres hantent le tribunal révolutionnaire. Finalement, donc, Gamelin conçoit sa tâche comme une tâche religieuse, c'est-à-dire le châtiment est un devoir envers le coupable pour sauver son âme. Le peintre, reconverti en inquisiteur, devient exactement le modèle du jacobin tel que l'évoque Gustave Le Bon, c'est le texte 8. L'intolérance et le fanatisme constituent l'accomplissement nécessaire d'un sentiment religieux. Ils sont inévitables chez ceux qui croient posséder le bonheur terrestre ou éternel. Les jacobins de la terreur étaient aussi foncièrement religieux que les catholiques de l'Inquisition, et leur cruelle ardeur dérive de la même source. Les violences de la Révolution, ces massacres, son besoin de propagande, ces déclarations de guerre à tous les rois, ne s'expliquent bien que si l'on réfléchit qu'elle fut simplement l'établissement d'une nouvelle croyance religieuse dans l'âme des fous. Donc, pour conclure cette première partie, on a vu que le romancier montre bien comment la religiosité inhérente aux pratiques révolutionnaires s'intériorise chez les personnages et finit par modifier la perception du monde. Les personnages sont en proie à toutes sortes d'hallucinations, ils voient des fantômes et ils ont perdu tout contact avec le réel sous l'effet de leur fanatisme politique. Cette pathologie s'accompagne, et c'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie, d'un dévoiement rhétorique, donc il y a un accompagnement rhétorique à ces phénomènes, et Anatole France, qui est un écrivain, s'intéresse de très près à cette question du rôle de la langue dans la production et la diffusion du fanatisme idéologique. Donc voyons dans un deuxième temps cette question, la rhétorique et la poétique du fanatisme. Le fanatisme, on l'a remarqué depuis longtemps, est porté par une langue classique. Ce qui est bizarre, la langue classique, c'est en France la langue du XVIIe siècle. Les révolutionnaires se réclament du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, et ils emploient la langue de Louis XIV, la langue de l'absolutisme, la langue du despotisme. C'est bizarre, tout le monde peut se demander pourquoi ces gens-là ont fait une révolution dans tous les domaines de l'existence humaine, mais sont allés chercher un état de langue vieux de 150 ans avant. Et un certain nombre de chercheurs en sciences humaines de l'époque, comme Taine, et aussi d'écrivains comme Anatole France, l'expliquent par l'idée suivante. En fait, le classicisme, c'est la langue du fanatisme. Et ils expliquent pourquoi. Parce que la langue classique, c'est une langue abstraite. Dans la langue classique, on ne désigne pas le monde concret, on ne désigne pas les objets. Dans la langue classique, par exemple, on ne peut pas dire un mouchoir. On ne dit pas un mouchoir. Donc, c'est une langue essentiellement abstraite et essentiellement grandiose et grandiloquente. Tout doit être digne dans la langue classique, et donc on emploie des métaphores, des comparaisons, des périphrases qui permettent d'éviter d'appeler un chat et une foule une foule. Mais le résultat, explique Taine, c'est qu'à force d'employer des mots abstraits ou des phrases grandiloquentes, on finit par ne plus voir ce qu'il y a derrière. Alors, je prends après Anatole France l'exemple de l'arrestation des Girondins, qui a été un épisode violent. Donc, je vous en rappelle les grandes lignes. La Commune de Paris en armes fait blocus autour de la Convention, c'est-à-dire qu'elle empêche par la force les députés d'entrer et de sortir, et demande la déchéance des 22 députés girondins. C'est un quasi-coup d'État. C'est ce qu'on pourrait appeler un coup d'État mou, parce qu'ils ne sont pas rentrés, mais enfin, c'est un coup d'État. Et la séquestration ou quasi-séquestration de l'Assemblée dure pendant 3 jours. La pression continue pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, les députés disent OK.
On déclare les députés girondins, les députés girondins d'arrestation. On sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont passer par le tribunal révolutionnaire et être guillotinés. Donc, c'est particulièrement grave et particulièrement tragique qu'une assemblée soit contrainte par la pression extérieure de condamner à mort 22 de ses membres. Non seulement c'est une violation du droit des députés, l'inviolabilité des députés, mais c'est aussi une démonstration de force très préoccupante en démocratie. Donc, Anatole France montre qu'en fait, tout cela est rendu possible parce qu'on ne le dit pas directement. Qu'est-ce qu'on dit à la place? On invite la Convention, alors on ne lui demande pas, on ne lui ordonne pas, on l'invite. Et on l'invite à faire quoi? À rejeter de son sein les 22 députés indignés. Donc, vous voyez, on emploie toutes sortes de féminismes et de périphrases pour dire de quoi il s'agit. Il s'agit des condamnés à mort, justement, et que fait-on? On demande la proscription des traîtres fédéralistes. Donc on ne dit même plus qui on désigne, ni par leur nom, ni par leur groupe politique. Ils sont devenus des traîtres fédéralistes. Et on emploie le mot proscription, qui se réfère à l'histoire romaine, qui est particulièrement violent d'ailleurs, mais qui évite de dire la vérité des choses, tribunal révolutionnaire et guillotine instantanément. Donc, c'est le premier trait de la rhétorique classique et fanatique. On ne désigne pas les choses par leur nom. Et donc, c'est plus facile à nouveau de les faire, parce qu'on les a désignés de cette manière noble et parfaitement correcte. Flaubert le dit dans son roman de 1862, Salammbô, il y a des choses qui sont plus faciles à faire qu'à dire. Et donc, si c'est plus facile à faire qu'à dire, il ne faut pas le dire. Ou alors, il faut le dire autrement. Anatole France, qui est un écrivain plein d'humour, ne fait pas l'analyse directement. Il nous donne ces petits fragments de rhétorique classique, mais il n'en fait pas directement l'analyse, il le fait indirectement, et c'est le texte 9. L'écrivain prend prétexte de la mode féminine, qui a beaucoup évolué, effectivement, sous la Révolution, mais en fait, il parle de la langue. Que dit-il? Sa robe jaune faisait voir les mouvements rapides des genoux et découvrait les pieds chaussés de souliers plats. Les hanches étaient presque entièrement dégagées, car la Révolution avait affranchi la taille citoyenne. Cependant, la jupe, enflée encore sous les reins, déguisait les formes en les exagérant et voilait la réalité sous son image amplifiée. Donc, vous voyez, la mode féminine est aussi une mode politique. Dans la première partie du passage, Anatole France montre comment la nouvelle mode féminine correspond à l'idée de liberté. Le corps des femmes est affranchi. Alors, comment est-il affranchi? Les pieds ont des souliers plats, ils n'ont pas des mules avec un très haut talon comme c'était le cas sous l'Ancien Régime, et donc ça lui permet de courir. Les femmes ont gagné le droit de sortir, de marcher, de courir, etc. dans la rue, parce qu'elles ont le droit désormais de porter des souliers plats. On vous dit que sa robe faisait voir les mouvements de ses genoux. Autrement dit, elles ne sont pas ces énormes paniers. On a vu au musée des armures hier au Kremlin qu'il y en a une belle collection au musée des armures de ces robes à paniers qui sont énormes comme ça, et on ne pouvait plus passer les portes. Avec ça, il fallait élargir les portes, on se bloquait dans les portes. Voilà, la Révolution a franchi aussi les femmes de ces énormes paniers, et donc ils ont des vêtements plus souples qui leur permettent de courir. Enfin, affranchir la taille des citoyennes, ça veut dire que les citoyennes n'ont plus de corset. Donc elles ne sont plus emprisonnées dans tout le buste par cette sorte de camisole de force. Donc effectivement, la mode reflète cet idéal nouveau de liberté. Mais remarque Anatole France, et il ne parle pas seulement de costumes féminins, on a gardé quand même un petit accessoire. La jupe est enflée sous les reins, c'est-à-dire au niveau des fesses, au niveau du derrière, pour qu'il y ait un bon rebondi comme ça, au niveau du derrière des femmes. Autrement dit, ce que fait remarquer l'écrivain, c'est que la Révolution n'est pas allée tout à fait jusqu'au bout dans la liberté accordée au corps des femmes et aussi aux soins de la vérité. Parce qu'évidemment, libérer le corps des femmes, c'est aussi le laisser voir dans sa vérité, avec ses genoux, avec ses pieds, etc. Mais la Révolution n'est quand même pas allée jusqu'au bout en matière de mode et elle a gardé ce petit accessoire qui déguise les formes en les exagérant et en voilant la réalité. C'est exactement ce que fait la rhétorique du terrorisme. On déguise les formes, c'est-à-dire au lieu de dire massacrer, par exemple, on demande la proscription des traîtres, et d'autre part, elle amplifie
la réalité, c'est-à-dire que la médiocrité du monde devient sublime dans la rhétorique des terroristes. Donc Anatole France analyse très bien la manière dont le langage collabore de manière dramatique à une entreprise comme celle de la terreur. Le langage, c'est en quelque sorte l'hallucination des mots. Quand on emploie un mauvais mot, on change la réalité. C'est ce que montre ici Anatole France. Conséquence, Anatole France, qui lui est un écrivain, se donne pour mission de dégonfler comme des ballons en baudruche ces amplifications grandioses. Il le fait en multipliant les décalages grotesques, c'est-à-dire d'un côté le langage grandiose et de l'autre côté la réalité qui est complètement mesquine. Alors, j'en prends deux exemples. Premier exemple, il s'agit d'une scène d'arrestation fréquente au moment de la terreur, et donc la milice débarque dans un immeuble, on les voit monter puis redescendre avec quelqu'un qu'on arrête. Et donc la concierge voit l'un de ses locataires justement qui descend, encadré de deux miliciens qui vont l'embarquer. Et elle le regarde de cette manière-là. La concierge, appuyée sur son balai, regarde son locataire de l'air de la vertu qui voit le crime aux mains de la loi. Donc, vous voyez l'amplification rhétorique, c'est plus une concierge, c'est la vertu, donc c'est devenu une allégorie de la vertu. Et quant au malheureux locataire qu'on vient d'arrêter, tout de suite, il devient donc une allégorie du crime. Et on dirait un tableau d'époque du XVIIIe siècle, le crime aux mains de la loi. La vertu poursuivant le crime, etc. On a beaucoup de tableaux comme ça. Or, cette métamorphose allégorique est très improbable, parce que dans l'histoire, d'abord, la concierge n'a rien de particulièrement vertueux. Elle passe son temps à multiplier les aventures amoureuses avec à peu près tous les hommes de la maison, et elle ne manifeste pas non plus un très grand amour du prochain. Donc elle est vraiment mal taillée pour devenir une allégorie de la vertu. Si c'est une allégorie, elle doit avoir un attribut. Ici, elle a un attribut, c'est son balai. Mais le balai, c'est l'attribut des sorcières, et ce depuis très longtemps, pas du tout l'attribut de la vertu. Donc vous avez là en plus un attribut qui vous montre que non, en fait, le langage est mensonger. On ne peut pas transformer cette concierge en allégorie de la vertu. Quant au mari de la concierge, il ne voit certainement pas en sa femme une allégorie de la vertu, et il finit par s'énerver de voir sa femme tromper avec tout l'immeuble, et il finit par s'en prendre au dernier amant en date, un menuisier. Et donc il y a une rixe dans la rue, la milice arrive, et le cocu s'adresse ainsi aux miliciens. « Citoyen commissaire, tu es témoin que ce scélérat vient de m'assassiner. » Alors évidemment, c'est complètement grotesque comme formule, vient de m'assassiner. Et quant à son rival, c'est ce scélérat, pas l'amant de ma femme, etc. Donc vous voyez la manière dont les scènes les plus quotidiennes, les plus prosaïques, les plus triviales, les scènes de loge de concierge, etc., les scènes d'infidélité conjugale, se trouvent transfigurées par cette espèce de rhétorique, et comment le fait que le romancier juxtapose la réalité mesquine des scènes et ce langage grandiose produit un effet d'humour, un effet de comique, et donc dénonce la fausseté de ce langage grandiloquent. Alors le lecteur ne peut que sourire en voyant le décalage complètement farcesque entre ces mots très pompeux, ce traître, etc., vient de m'assassiner, et la mesquinerie des choses. Mais ce que montre le roman, c'est que là où nous, en tant que lecteurs, nous rions, les fanatiques, eux, se prennent au jeu. C'est-à-dire que lorsqu'un lecteur voit le décalage entre les mots et les choses, le fanatique, lui, voit immédiatement les choses se transformer conformément aux mots. Je vous l'ai expliqué, je vous l'ai mis dans le texte 10, qui est un extrait d'Hippolyte, et qui montre bien le phénomène. La langue classique, explique-t-elle, est incapable d'embrasser la plénitude et la complexité des choses réelles. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans la langue classique, ce n'est pas possible de désigner les objets du monde. Donc, forcément, on perd la matérialité du monde. Conséquence, explique-t-elle, quand on parle de la langue classique, on devient autiste. On ne voit plus le monde, puisqu'on n'a plus de mots pour le prendre ou le désigner. Donc, lisons le texte. Par son purisme, par son dédain pour les termes propres et les tours vifs, par la régularité minutieuse de ses développements, le style classique est incapable de peindre ou d'enregistrer complètement les détails infinis et accidentés de l'expérience.
Il se refuse à exprimer les dehors physiques des choses, la sensation directe du spectateur, les extrémités hautes et basses de la passion, la physionomie prodigieusement composée et absolument individuelle de l'individu vivant. Autrement dit, la langue classique est incapable de dire le monde parce que le monde est divers et parce que les personnes sont toutes différentes. Et dans la langue classique, on ne peut pas exprimer les détails qui font que les personnes sont toutes différentes. Anatole France montre la conséquence terrible que ça peut avoir quand on est juré au tribunal révolutionnaire. Évariste est juré au tribunal révolutionnaire, donc il siège tous les jours, et tous les jours il voit passer des accusés qui sont des personnes différentes, forcément. Mais au bout d'un moment, il a l'impression que tous les accusés sont devenus le même accusé. C'est l'idée même de la langue classique, comme on ne voit plus la différence entre les individus, tous deviennent interchangeables et tous deviennent le même, et tous deviennent coupables, évidemment, puisqu'on en a condamné une grosse majorité. Anatole France en donne un exemple. Il y a une série de ce qu'on a appelé à l'époque le procès des généraux vaincus. On faisait en général passer tout général qui avait été vaincu, passer devant le tribunal révolutionnaire parce qu'il était suspect de trahison. En général, il était guillotiné, la plupart du temps. Et donc, Évariste Gamelin voit plusieurs généraux passer devant le tribunal, et au bout d'un moment, il a l'impression que c'est tous le même. Alors, le texte le dit. Il croit revoir ce militaire qu'il avait vu 3 semaines avant, jugé et envoyé à la guillotine. C'était le même homme. Et voilà pourquoi Évariste Gamelin condamne à mort à répétition toute une série de généraux, parce qu'en fait, à ses yeux, c'est le même. Et donc, il ne commet pas plusieurs crimes, il condamne une seule fois à mort, et il ne peut pas faire autrement, puisque si c'est le même, il est obligé de juger de la même manière. Et voilà comment il devient un terrible inquisiteur qui envoie à la mort tous ces généraux vaincus. Autre anecdote que raconte Anatole France, l'un des personnages, pour gagner sa vie, préfère, plutôt qu'être juré au tribunal révolutionnaire, fabriquer des pantins. C'est une époque où on aimait beaucoup les pantins. C'est des pantins en carton, c'est pas cher, c'est des jouets pour les enfants, au bout d'un fil, et on peut les faire danser, etc. Donc le personnage fabrique des pantins, mais voilà qu'un fanatique regarde ces pantins et annonce qu'il va dénoncer le fabricant. Pourquoi ? Parce que les pantins en carton, qui pourtant ont un costume très caractéristique, c'est Arlequin, Polichinelle, Colin et Colette, enfin, c'est des personnages classiques pour les enfants, mais aux yeux de ce républicain fanatisé, il croit voir des caricatures de Couthon, Saint-Just et Robespierre, c'est-à-dire les grands chefs du comité de salut public. C'est complètement délirant, évidemment. Personne ne peut voir dans un Arlequin en carton une caricature de Robespierre, mais ça rend bien compte de cette transformation du réel. On ne voit plus ce qui est, on voit des choses fantasmagoriques, fantomatiques, et très sincèrement, ce patriote pense qu'il faut interdire de tels pantins. Pourquoi est-ce que ces rhétoriques de l'amplification ont-elles un tel succès? Pourquoi y a-t-il tant de gens qui, à cette époque-là, et à d'autres d'ailleurs, y ont succombé de bonne foi? Tout simplement, explique Anatole France, parce que la rhétorique classique simplifie les choses. Il y a les méchants et les gentils, le blanc et le noir, les républicains et les royalistes, les patriotes et les traîtres, etc. Vous pouvez continuer comme ça longtemps. Donc, c'est très facile. Le monde devient tout d'un coup très simple. Les choses et les gens sont d'un côté ou de l'autre. Et il suffit d'écouter Robespierre ou les mâles de Jean-Jacques pour savoir où on peut classer les gens et les choses. C'est le texte 11. Il s'agit de Gamelin qui écoute un discours de Robespierre et tout d'un coup la vérité se révèle à lui. Il découvrait des vérités plus hautes et plus pures. Il concevait une métaphysique révolutionnaire qui élevait son esprit au-dessus des grossières contingences, à l'abri des erreurs des sens, dans la région des certitudes absolues. Les choses sont par elles-mêmes mélangées et pleines de confusion. La complexité des faits est telle qu'on s'y perd. Robespierre les lui simplifiait, lui présentait le bien et le mal en des formules simples et claires. Fédéralisme, indivisibilité. Dans l'unité et l'indivisibilité était le salut. Dans le fédéralisme, la damnation.
Gamelin goûtait la joie profonde d'un croyant qui sait le mot qui perd, qui sauve, et le mot qui perd. Donc, quand on est face à des fanatiques qui en sont à ce point de pathologie, la seule manière de trouver un remède consiste à soigner la langue et à appliquer une vigoureuse thérapie rhétorique. Dans le roman Les dieux ont soif, les héros positifs se caractérisent presque tous par un usage simple de la langue, quelquefois familier et même quelquefois grossier. C'est-à-dire un usage de la langue qui n'hésite pas à nommer les choses. Je prends l'exemple du texte 12, il s'agit d'un patriote sincère et pas du tout d'un fanatique terroriste, qui meurt d'ailleurs en 93, comme si le romancier ne voulait pas lui montrer la suite des événements. Donc il s'agit d'une réponse du personnage à un fanatique, justement, qui considérait qu'il fallait accuser la montée de la section, de traître, etc. La Convention n'a pas créé un comité de salut public pour des prunes. La conduite de Custine y sera examinée. Incapable ou traître, il sera remplacé par un général résolu à vaincre et ça ira. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de marques de parler populaire. Par exemple, créer un comité de salut public pour des prunes, c'est-à-dire pour rien, mais c'est très familier et très populaire comme manière de s'exprimer. La fin, c'est une allusion à la célèbre chanson populaire « Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne », etc. Mais ça ira, c'est aussi une formule de français familier, pour dire ça va s'arranger. Donc, Fortuné Trubert n'hésite pas à employer des mots du langage courant, du langage de la rue, pour s'exprimer. Et il le fait dans un discours qui est tout à fait raisonnable, c'est-à-dire que les citoyens n'ont pas à commencer à s'accuser entre eux, vu qu'il y a là un comité de salut public compétent qui fera le nécessaire en temps voulu. Et je vous ai donné dans l'exemplier d'autres exemples. La chanson, par exemple, la chanson de Saint-Antoine et de son cochon, qui est un must de la chanson anticléricale. Et ce que montre Anatole France, c'est que c'est bien plus efficace, justement, contre les capucins et contre la religion, que les discours complètement enflammés des fanatiques. Bon, de même, Brotteaux qui récite les vers de la Pucelle, parce que Brotteaux aime les femmes, c'est plus fort que lui, et donc il aime aussi le dire d'une manière très plaisante et en même temps très enserrigée. Autrement dit, le roman Les dieux ont soif peut être qualifié d'opération de dégonflage. Vous prenez un ballon, vous prenez une épingle et vous piquez. Ça se dégonfle et il ne reste plus rien. Ce qui explique que dans le roman d'Anatole France, la fiction est souvent pensée sur le mode du carnaval. Selon les analyses de Mikhail Bakhtin, il le dit très bien, il y a toute une lignée carnavalesque dans la littérature européenne, et clairement Anatole France se situe de ce côté de la littérature de carnaval. Autrement dit, il choisit d'éviter l'autre registre, c'est-à-dire le registre grandiloquent de l'épopée, qui est très à la mode dans ces débuts du XXe siècle, pour évoquer la Révolution. Quelques exemples, il y a beaucoup de jeux de mots. Si vous regardez le nom des personnages, il y a un personnage qui s'appelle Beau Visage. C'est un des personnages les plus laids et il a une bosse dans le dos. Il y a un animal qui s'appelle Mouton, et il se trouve que c'est un chat. Et donc vous avez plein de personnages comme ça qui portent des noms absolument inadaptés. Plus radicalement, le roman met en abîme une question décisive à l'époque d'Anatole France, mais aussi pour tous les romanciers qui racontent une révolution. Comment représenter l'histoire? C'est-à-dire comment représenter l'histoire sans relayer le vertige fanatique et terroriste. Anatole France essaie plusieurs manières de faire dans sa fiction. Notamment, je vous ai mis le texte 13 parce qu'il me semble très significatif. Le personnage de Brotteaux, toujours le même, le porte-parole de l'auteur, s'adresse au tribunal révolutionnaire, lui aussi dessiné, comme à peu près tout le monde dans le roman, et il parle de Bonaparte. Plus exactement, il parle des menaces d'une dictature militaire, ce sera la dictature militaire de Bonaparte. Et il dit au jury du tribunal révolutionnaire: attendez-vous à ce qu'un jour, un de ces porteurs d'épée que vous divinisez vous avale tous, comme la grue de la fable avale les grenouilles. C'est alors qu'il sera vraiment Dieu, car les dieux se reconnaissent à l'appétit. Alors, bien entendu, il a raison, Brotteaux, c'est-à-dire que les citoyens seront dévorés par Bonaparte, et ça ne va pas tarder beaucoup. Malheureusement,
malheureusement, les concitoyens de Brotteaux ne lui sont pas du tout reconnaissants de ses paroles prophétiques. Et ce qui me semble très remarquable dans le roman, c'est ce qu'on lui reproche, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais la manière dont il l'a dit. Au tribunal révolutionnaire, voilà ce que dit l'accusateur public, il a employé un langage atroce que la langue hésite à reproduire. Donc c'est tellement horrible de s'exprimer de cette manière-là en parlant de crues et de grenouilles que ça devient un langage atroce et qu'il ne peut même pas le répéter. Alors pourquoi cette réaction et pourquoi ces allusions à la fable de La Fontaine sont-elles atroces et pourquoi ne peut-on pas le répéter? Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux là-dedans? Ce que montre ici Anatole France, c'est que pour un fanatique, il est primordial de préserver la langue classique parce que c'est l'instrument qui va faire écran entre le réel et les yeux des fanatiques. Il faut à tout prix que les fanatiques ne puissent pas percevoir la matérialité du réel, et pour ça, il faut interposer cette rhétorique classique creuse entre leurs yeux et leurs esprits et la réalité du monde. Ce qui explique, et c'est le texte 14, que Anatole France invoque comme modèle au contraire le spectacle de marionnette. À ses yeux, le spectacle de marionnette est très efficace et très désacralisateur parce qu'il est non fanatique par excellence. On ne peut pas être fanatique de Garnignol ou Polichinelle. Donc c'est le texte 14, c'est là que les passions sont simples et fortes. Le bâton est leur instrument ordinaire. La pièce reçoit de cet agent une vigueur admirable. Elle se précipite vers le grand charassement final. Alors, charassement, c'est un terme d'argot ou un terme populaire. C'est une sorte de tohu-bohu, de désordre, de grand bordel. Je pense que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on dirait de nos jours comme ça. C'est une chose éternelle et fatale que ce grand charassement. C'est le 10 août, c'est le 9 Thermidor, c'est Waterloo. Donc voilà la solution que propose Anatole France. L'humour et la distanciation par le spectacle de marionnette pour raconter l'histoire d'une manière qui n'inspire pas le fanatisme. Aux yeux d'Anatole France, la preuve que c'est une bonne piste, en tout cas, c'est que, et historiquement c'est parfaitement vrai, le comité de salut public a fini par censurer des spectacles de marionnettes. Il le cite dans son roman. Un entrepreneur qui tient un petit théâtre aux Champs-Élysées a été arrêté avant-hier pour incivise à cause qu'il faisait jouer la Convention par Polichinelle. Donc vous voyez qu'à l'intérieur du roman, il y a une mise en abîme de cette hostilité spontanée des terroristes par rapport au spectacle de marionnettes, qui a priori sont bien innocents. Concluons. Avec ce roman, Les dieux ont soif, Anatole France problématise la réflexion sur la terreur et sur le fanatisme par des moyens qui sont des moyens littéraires, des moyens qui sont propres à la fiction. Que fait l'écrivain? D'une part, il reprend et il prolonge certaines analyses de l'historiographie qui l'ont précédé et il tire parti aussi des derniers résultats de la sociologie contemporaine. Autrement dit, il prend tout le matériau que lui proposent les sciences humaines pour le retraiter d'une manière humaniste. Et dans son œuvre, il montre comment le transfert de sacralité qui apparaît dès 1789 s'intériorise progressivement pour finir par se manifester autour de 1793 par la terreur et par la tendance à l'inquisition. Mais surtout, ce qui me semble très intéressant dans ce roman, c'est les moyens littéraires par lesquels Anatole France fait que le lecteur comprend comment ça se passe. Le lecteur rentre dans la peau ou dans la tête ou dans l'esprit des personnages et il comprend d'une manière intime ce qui est en train de leur arriver. Quels sont les moyens littéraires qui sont employés? Le discours indirect libre, c'est-à-dire qu'on peut suivre la pensée des personnages, le courant de pensée des personnages. Le monologue intérieur, on entend le personnage se parler à soi-même et donc on comprend sa logique. Les alternances de focalisation, donc tantôt on est dans l'esprit d'un personnage et tantôt dans l'esprit d'un autre personnage, ce qui permet de comprendre pourquoi il y a deux logiques qui sont très logiques toutes les deux, mais qui sont absolument incompatibles. Et donc tout cela rend sensible au lecteur la manière dont la rhétorique classique rend le monde invisible et substitue à la réalité vraie une autre réalité qui est faite de spectres et
C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, on peut dire que le roman inaugure et invente ce que de nos jours, nous appelons histoire des sensibilités, ou mieux, histoire des émotions.